eu le coup de génie que j'ai eu ce soir-là. Attention, cette histoire est très longue, donc n'hésitez pas à prendre un truc à manger ou à boire en me lisant, car croyez-moi, c'est long à lire, pour votre plus grand plaisir. Avant de commencer, je tiens à préciser que je vais m'anonymiser et faire de même avec les autres protagonistes de cette histoire pour garantir mon anonymat avant tout, car le fauteur de troubles de cette histoire est toujours en liberté actuellement. Commençons donc, je vous prie. Cette histoire a démarré en l'an de grâce 2018. Il n'y avait pas encore le Covid. On y était loin encore. Et donc les soirées étudiantes étaient fortement récurrentes. À l'époque, j'étais en deuxième année de licence dans ma ville étudiante et je vivais en cité universitaire. Pour les besoins de l'histoire, je me dois de vous faire un schéma de son organisation car l'événement louche s'est déroulé en son sein. Ma cité universitaire est composée de 6 bâtiments numérotés ainsi. Bâtiment 1, bâtiment 2, bâtiment 3, etc. jusqu'au 6e. Chaque bâtiment possédait une porte principale et les résidents avaient une clé spéciale pour ouvrir cet accès si on vivait dans ce bâtiment. Donc les personnes qui vivaient dans le bâtiment 1 ne pouvaient pas ouvrir avec leur clé les portes des autres bâtiments. Pour y accéder, il fallait qu'une personne vivant dans ce bâtiment vous ouvre la porte avec sa clé ou bien directement de l'intérieur. Un système assez sympathique pour garantir notre sécurité, me direz-vous. Oui, seulement il y avait un truc assez étrange. En effet, le bâtiment 5 et 6 possédaient chacun leur porte principale, mais la même clé permettait d'ouvrir les deux portes de deux bâtiments différents. Pourquoi? Car pour accéder à la porte principale du bâtiment 6, il faut tout simplement passer par la porte principale du bâtiment 5. Par conséquent, un résident du bâtiment 6 peut ouvrir la porte principale du bâtiment 5 et inversement. Moi, je vivais dans le bâtiment 5. Retenez bien ceci s'il vous plaît, car c'est important pour la suite. Maintenant que vous avez le plan de ma cité universitaire et la temporalité, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. C'est parti. Je vais me faire appeler Léna. Comme je l'ai dit plus haut, cette histoire s'est déroulée en 2018, plus précisément en fin octobre 2018. J'étais dans ma chambre étudiante en train de réviser tranquillement, quand soudain, je reçois un SMS d'un ami proche que je vais nommer Maxence. Il me dit que pour son anniversaire, il va organiser un marathon. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un marathon, c'est une tournée des bars. Il m'a donc proposé de venir. Étant une grande fêtarde dans l'âme et appréciant beaucoup cet ami, j'accepte volontiers sa proposition. Faisons un bond d'une semaine dans le temps et nous voilà au soir du marathon. J'arrive au premier bar désigné pour la soirée et je fais connaissance avec les amis de Maxence. Et je passe plutôt une bonne soirée. Parmi
sort durement. Me parle pas de ce connard de Frédéric. Il a violé une nana lors d'une soirée cet été. Et là, je suis devenue toute pâle. J'ai fini par comprendre pourquoi il avait été si insistant avec moi ce soir-là et pourquoi il m'avait raccompagné aussi. Il voulait sûrement aller jusqu'à chez moi pour boire son verre d'eau, mais trouver un prétexte pour rester chez moi et avoir des relations sexuelles avec moi, avec ou sans mon consentement au final, vous l'aurez compris. Même si j'ai eu ce réflexe, je rappelle que j'étais encore très ivre et lui était en pleine forme. Il m'aurait facilement maîtrisé et forcé à avoir des rapports avec lui. Et rien que d'y penser, ça me fait flipper. Je suis passé pas loin de le faire entrer chez moi un violeur qui aurait profité de mon état d'ébriété pour abuser de moi, comme il l'avait fait avec cette jeune femme qu'il a violée durant cette soirée d'été. Nous sommes actuellement en 2021. J'en ai reparlé récemment avec Maxence, et il m'a dit que Frédéric était toujours en liberté et que la victime n'avait jamais osé porter plainte contre lui. Néanmoins, il a été blacklisté de nombreuses soirées étudiantes, avant période Covid bien entendu. Mais quand je vais sur son profil Facebook, je vois des photos récentes de lui avec des gens de sa faculté que je connais de vue, pour les avoir déjà vus en compagnie de Maxence ou d'autres amis. Et je me dis, putain, c'est un violeur, mais il a quand même encore du soutien de la part de certaines personnes. Surtout qu'il a affirmé avoir abusé de sa victime et dit qu'il ne regrette pas en plus. Et ça... Ah non, pardon, oui, effectivement, c'est de la folie ce que je viens de dire. Surtout qu'il a affirmé avoir abusé de sa victime et dit qu'il regrettait en plus. Et ça a suffi pour le pardonner visiblement. Moi et Maxence faisons partie des personnes qui le détestons et souhaitons qu'il paie pour son crime. Mais vous connaissez la justice française. Il ne paiera jamais pour son crime, et c'est malheureux de dire ça en 2021. Pour conclure cette histoire, j'aimerais vous dire une chose les filles. Faites extrêmement attention à vous en soirée, et n'acceptez jamais qu'un type que vous ne connaissez que très peu vous accompagne. Même si c'est l'ami d'un ami proche. Ce n'est pas votre ami. Vous ne le connaissez pas, et par conséquent, ne lui faites pas confiance. Regardez un peu ce que l'ancien meilleur ami de Maxence a fait, et aurait pu me faire si je n'avais pas eu ce réflexe. Ce putain de cheval de Troie là. Oh tiens, ça va être le nom du poste. Je vous remercie de m'avoir lu, et j'espère que justice sera rendue un jour à la victime de ce salopard de violeur. Prenez soin de vous. PS, merci à l'architecte de ma cité U, car grâce à son plan chelou du bâtiment 5 et 6, j'ai pu me tirer d'un sacré pétrin quand même. Des bisous à toi, monsieur l'architecte. Et c'est la fin de cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Oui, effectivement, aujourd'hui on est en 2024. On ne peut qu'espérer que Frédéric est payé pour ce qu'il a fait. Maintenant, difficile d'avoir de contrôle et effectivement la justice française, à mes yeux, et ma pensée n'engage que moi, est très défaillante de ce côté-là. Deuxième histoire peut-être un peu plus légère, qui s'intitule L'homme de la forêt. Bonsoir, je m'appelle Rose, j'ai 18 ans, et l'histoire que je vais raconter fait froid dans le dos. C'était il y a 2 ans, j'avais 16 ans. Je suis allé me balader avec une amie dans notre village, pas loin de chez moi. On adore aller en forêt, s'allonger dans des champs pendant des heures, enfin bref, on est très nature. Ce jour-là, on avait décidé d'aller en forêt de 10 à 11 heures. Ensuite, aller dans un champ pour manger, on avait de quoi se faire un pique-nique. Et tout l'après-midi, nous devions aller dans des endroits que nous ne connaissions pas encore. Il faut retenir que le chemin pour aller à la forêt est très fréquenté. Pas mal de personnes étaient avec nous. Il y avait une famille avec 3 enfants en bas âge, un couple de randonneurs et un monsieur qui, je pense, avait l'habitude de venir se promener ici. Une fois arrivé à l'entrée de la forêt, il y avait beaucoup de monde qui redescendait. Ma copine avait remarqué qu'un homme nous regardait, assez grand, brun, mangeait une poire en la coupant quartier avec un couteau suisse. Toujours de bas en haut pour amener le morceau à sa bouche. Une fois à notre niveau, l'homme s'arrête et nous dit faites attention, j'ai vu quelqu'un étrange se promener avec un couteau. Sur le moment, on a commencé à avoir peur, mais je me suis dit que si des randonneurs venaient ici, c'est qu'ils connaissaient bien l'endroit. Alors, je regarde l'homme
j'aperçois une silhouette courir un peu plus bas dans les buissons. Mais je n'y prête pas plus attention que ça, il y a énormément de personnes qui font un trail à cette période de l'année. 15 minutes plus tard, on arrive dans un champ en plein milieu de la forêt. C'était vraiment splendide. Alors, avec ma copine, on a décidé de rester là jusqu'à 12h30 pour manger. Pendant notre pique-nique, j'ai eu envie d'aller faire la petite commission, sauf qu'il y avait des gens qui déjeunaient en même temps que nous. Je suis donc allé un peu plus loin derrière un arbre. La position dans laquelle j'étais était pas du tout confortable. Une fois fini, je relève la tête et juste devant moi, il y a l'homme de tout à l'heure. Imaginez juste le cri que j'ai poussé en le voyant. La seule chose que je me suis dit à ce moment, c'est: il a dû me regarder depuis le début. Il va me violer. Mais il est parti il est parti en courant. Cependant, j'ai trouvé ça étrange, car quand nous sommes montés avec mon ami, il descendait. Or là, il était parti comme s'il retournait dans la forêt.
nous ait annoncé qu'elle était enceinte, elle a commencé à rechercher un nouvel appartement, un peu plus grand, pour pouvoir accueillir une personne de plus. Elle en trouva rapidement un, mais pas dans le même village de où on était. Du coup, on a déménagé assez rapidement et changé d'école aussi. J'étais assez sociable à l'époque, ce qui a fait que j'ai mis beaucoup de temps à me faire des amis. J'étais assez associable, je sais pas ce que j'ai dans mes lectures ce soir. Donc c'est l'inverse, il était assez associable, donc il a mis du temps à se faire des amis. Après 9 mois, au moment où ma mère était à l'hôpital pour mettre au monde un petit être, les choses avec ce beau-père ont commencé à être bizarres. Par exemple, ça a commencé avec des insultes allant à mon encontre, et je me souviens être resté enfermé dans la salle de bain pendant bien 1 heure avec ce gars devant la porte me disant que si je sortais, j'étais mort en menaçant de me taper en plus. À ce moment-là, j'avais 11 ans. Mon frère n'était pas à la maison et il était encore en cours. Après cette heure enfermé dans la pièce, j'ai fini par sortir, n'entendant plus de bruit en dehors. Je suis directement allé dans ma chambre pour ne plus en sortir avant de devoir aller à l'école le lendemain. Ma mère étant rentrée avec le nouveau-né, tout s'était calmé. Mais ça n'a pas duré bien longtemps. C'était devenu un quotidien pour moi, rythmé par les insultes et les sous-entendus, que je ne servais à rien, que j'avais meilleur temps de crever, etc. Dans cet appartement, on avait décidé d'adopter un chat. C'est un détail qui m'a marqué pour beaucoup de raisons, et je vais expliquer juste après. Donc on a adopté ce chat. Il était vraiment adorable et super câlin. Mais malheureusement pour lui, étant encore qu'un bébé, il a une fois fait ses besoins sur un pull qui traînait, appartenant à Kevin. Et depuis ça, mon beau-père n'arrêtait pas de le balancer contre les murs, et d'autres formes de violence encore pires. Pour un événement, ma mère, mon frère et moi, on a dû partir pour 10 jours, et ma mère a pris la décision de donner notre chat à quelqu'un pour être sûre de ne pas le retrouver mort en rentrant. Un an après ça, nous avons à nouveau déménagé pour cette fois être dans une maison. Et les choses sont devenues encore plus violentes et encore plus dures à supporter pour moi. Cet homme, si on peut encore l'appeler comme ça, a commencé à avoir les mains baladeuses sur moi et à m'obliger de m'asseoir sur ses genoux. Mais à côté, il me traitait comme une sous-merde. Et je me souviens d'une phrase qu'il a dit à plusieurs reprises, mais la première fois qu'il me l'a balancée en pleine face, c'était à un moment où je me faisais engueuler pour je sais plus trop quoi. Étant hypersensible, j'étais sans larmes, caché sous la table, et ce gars a dit avec un sang-froid effrayant: tu ferais mieux de crever, personne veut de toi ici, va te suicider, merde. Après avoir entendu ça, je suis parti pour essayer de ne plus penser. Je me souviens qu'il avait l'habitude d'être violent avec ma mère, d'avoir déjà levé la main sur lui, enfin sur elle, et sur moi. Un détail qu'il faut préciser, c'est qu'il était tout le temps bourré. Quand il partait au travail le matin à 4 heures, il venait souvent dans ma chambre en pensant que je dormais, mais ça me réveillait à chaque fois. Et malgré mes plaintes auprès de ma mère, il n'y a jamais eu de réaction. À ce moment-là, je ne parlais plus à l'école, ayant peur de me faire engueuler comme c'était le cas chez moi. J'étais devenue très distante avec tout le monde, et je faisais comme si tout allait bien. Les choses ont continué comme ça, jusqu'à ce que l'enfant né de leur union commence l'école. Alors, ma mère a décidé de se séparer de cet homme et de redéménager dans le petit village où on a habité, pour que l'enfant commence l'école là-bas. Juste avant de déménager, le gars dut m'emmener à un entraînement, et juste avant de m'y déposer, il m'a dit, cette phrase reste encore dans ma tête aujourd'hui: pourquoi t'es fâché contre moi? Je t'ai jamais rien fait à toi. Maintenant, je vais parler des répercussions qu'a eu cet homme sur moi. Trigger warning, suicide et hôpital. Donc après leur séparation, j'ai fait des insomnies chaque nuit. Je dormais 3 heures par nuit avec des réveils toutes les 10 minutes. J'ai été suivi par 3 psys durant 1 an et demi. Et ce, jusqu'à ce que je fasse une tentative de suicide, qui a raté, heureusement, mais qui m'a conduit à passer 2 mois en hôpital psychiatrique. Là-bas, j'ai été diagnostiqué dépressif et ils ont découvert que je faisais de l'hypervigilance la nuit. Je suis à l'heure actuelle encore en dépression sévère et suivi par des psys. Prenez soin de vous et merci si vous avez lu en entier.
assez prenante finalement. Mais bon, on est là pour ça, c'est des threads d'horreur. Ouais, un peu marquante cette fois-ci, je suis un peu marqué, je vous l'avoue. Bon, toujours est-il que c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager bien sûr tout ce que